Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'objectivisme. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert les trois axiomes fondamentaux, l'existence, la conscience et l'identité, qui forment la base de toute la philosophie objectiviste. Aujourd'hui, nous allons approfondir l'une des plus importantes conséquences de l'identité, la loi de la causalité. Nous en profiterons pour apprendre ce que signifie un corollaire et pourquoi la causalité est-elle un corollaire de l'identité. Selon l'objectivisme, l'identité peut se résumer ainsi. Une chose est ce qu'elle est. On désigne souvent ce principe par la formule A est A, et cela signifie qu'une entité, un objet, un être vivant, peu importe, possède une nature bien définie, avec certaines propriétés et pas d'autres. Un ballon gonflé à l'hélium n'est pas un ballon rempli de sable, et un chat n'est pas un caillou. On peut trouver ça évident, mais c'est la clé qui va nous ouvrir la porte vers la causalité. Prenons l'exemple d'un enfant qui grandit. Au début, il ne sait pas formellement distinguer les choses qui l'entourent. Il va d'abord réaliser qu'il y a des entités distinctes, tel jouet, telle table ou telle personne, et peu à peu, il va remarquer que chacun de ces objets a sa propre identité. Un hochet fait du bruit quand on le secoue. Un oreiller, lui, reste silencieux. Une balle roule si on la pousse. Une chaise, non. C'est ainsi qu'il devine de manière implicite que chaque entité agit selon ce qu'elle est. Le ballon rempli d'hélium montera, tandis que celui rempli de sable tombera. Autrement dit, l'action découle de la nature de l'objet. L'enfant en fait déjà l'expérience, mais ne peut pas encore l'exprimer en mots. À l'âge adulte, on acquiert la capacité de formuler ce lien plus clairement. Toute entité possède une nature, et chaque entité agit d'après cette nature. C'est ça qu'on appelle la loi de causalité. Une action a toujours une cause, et cette cause, c'est la nature de l'entité qui agit. La causalité est ce qu'on appelle un corollaire, c'est-à-dire une conséquence inévitable qui découle d'un principe déjà établi, ici, l'axiome de l'identité. En d'autres termes, si vous admettez qu'une chose est quelque chose de précis, vous comprenez qu'elle ne peut pas se comporter à l'inverse de ce qu'elle est. Nul besoin d'une preuve supplémentaire, c'est une suite logique. Il est important de préciser que le lien causal s'établit entre une entité et son action, pas entre deux actions. Depuis la Renaissance, certains philosophes décrivent la causalité comme si c'était les mouvements ou les actions qui causaient d'autres mouvements, sans impliquer directement les entités elles-mêmes. Par exemple, on dit couramment « le mouvement de la première boule de billard cause celui de la seconde », mais cela revient à se passer des boules. En somme, ce seraient des mouvements qui causeraient d'autres mouvements, indépendamment de tout support. C'est un contresens. Un mouvement n'agit pas. Un mouvement est une action. Ce sont les entités qui agissent, qui peuvent donc causer quelque chose. Pour preuve, remplacez la première boule de billard par un œuf, ou une bulle de savon, lancez-les à la même vitesse, et le résultat sera tout autre. La différence est dans la nature de l'entité, pas dans le mouvement pur et simple. Ce principe, loin d'être froid ou seulement théorique, nous montre que tout ce qui se produit dans la nature trouve son origine dans ce qu'est la chose. Il n'y a pas de miracle, pas de hasard absolu, une entité ne peut pas agir à l'encontre de ce qu'elle est. Si l'on ne parvient pas toujours à prévoir un événement précis, ce n'est pas parce que la causalité est rompue, mais parce que nos connaissances ou nos instruments de mesure restent limités. Dans la perspective objectiviste, la causalité ne dépend pas d'une volonté divine ou d'une conscience collective. Elle relève de l'existence même des entités, qui se comportent forcément selon leurs caractéristiques. En somme, l'univers n'est pas arbitraire. Il obéit à un ordre que l'on peut étudier et comprendre, car tout effet dérive de la nature de sa cause. Cette façon de voir la causalité a des implications immenses. Non seulement pour la science, car nous pouvons étudier rationnellement un monde régulier, mais aussi pour notre approche de la vie quotidienne. Chaque fois que vous vous demandez pourquoi un objet se comporte d'une certaine manière, pourquoi un phénomène se produit, vous faites appel, consciemment ou non, au principe d'identité et à son corollaire, la causalité. Ainsi, la causalité n'est pas seulement une notion abstraite, c'est un outil pour saisir la logique profonde de la réalité. Elle nous rappelle que les choses ne se passent pas par magie, mais parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Et si rien n'est magique, alors tout est potentiellement compréhensible. On peut retenir une double formule. D'abord l'identité, qui signifie que A est A, c'est-à-dire une entité possède une nature définie. Puis vient la causalité, qui signifie que A agit bel et bien en tant que A, ses actes découlent de sa nature. Voilà pour la présentation de la causalité comme corollaire de l'identité. Dans un prochain épisode, nous développerons encore un peu plus cette idée,
et nous intéresserons à un autre aspect central, la primauté de l'existence sur la conscience. D'ici là, restez à l'écoute, lisez la fable du scorpion et de la grenouille, et partagez vos questions et réflexions en commentaire. Merci d'avoir écouté cette capsule, et à très bientôt pour la suite.